Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées a retient cette semaine la publication des résultats 2025 du groupe SEB qui a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards 169 millions d'euros, soit une croissance infime de plus 0,3% à périmètre et échange comparable. De son côté, la rentabilité connaît un repli marqué, reflet d'un exercice difficile, explique Stanislas de Gramont, le directeur général du groupe. À 601 millions d'euros, le résultat opérationnel d'activité baisse de moins 25% et le résultat net ressort à 225 millions d'euros. Pour mémoire, il était à 0 au 30 juin dernier. D'où la décision de la direction de SEB d'engager un plan rebond pour renouer avec une trajectoire de croissance rentable, avec à la clé un plan d'économie de 200 millions d'euros et un plan de 2100 suppressions d'emplois, dont 500 en France, sur la base du volontariat. En bourse, le groupe SEB cotait 53,55 € le 26 février, soit un gain de plus 6,9% par rapport au 1er janvier, une chute de 43,6% en un an et un repli très marqué de 61% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Hugues Chomel, le directeur général adjoint et directeur financier du groupe Vicat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, petite carte de visite, peut-être pour commencer, du groupe cimentier familial Vicat, dont le siège est à l'île d'Abo. Alors, le groupe Vicat est un groupe qui est focalisé sur les matériaux de construction, à commencer par le ciment et sa chaîne de valeur, les granulats et le béton. On est présent depuis très longtemps en France. Le groupe a plus de 175 ans. Et il est présent dans 12 pays, avec 60% de ses principaux ratios dans des pays développés, mais il est très présent dans des pays émergents, dans lesquels la croissance de nos produits est importante. Alors, comme vous venez de publier vos résultats, on va commencer par le chiffre d'affaires en ce qui vous concerne. 3 milliards 854 millions d'euros, une croissance de plus 3,3% à périmètre et échange comparable. Et vous parlez d'une croissance robuste. Oui, alors ça se compare à une année 2024 qui avait été un record pour le groupe. Donc c'est une base de comparaison exigeante. Il n'échappe à personne que la macroéconomie a été volatile en 2025 sur beaucoup de marchés, notamment les États-Unis, qui est un très gros marché pour nous. Et dans ce contexte, faire 3,3% de croissance organique, c'est une des croissances les plus élevées du secteur cimentier. Alors, on va détailler peut-être pour commencer par grande zone géographique. Alors oui. Vous avez expliqué que vous étiez dans 12 pays. Mais... On est dans 12 pays. Alors, la France fait un petit peu moins d'un tiers des ventes et de la rentabilité opérationnelle. En France, le marché a été encore très difficile. Il a été en baisse depuis plus de 2 ans. Il est au plus bas des 25 ou 30 dernières années sur le résidentiel, mais l'activité d'investissement étant relativement faible, le non résidentiel également. Et donc dans les autres géographies, les États-Unis ont été également en repli avec également un segment résidentiel qui était difficile. Et les incertitudes générées par les mouvements de l'administration ont différé les décisions d'investissement dans le secteur non résidentiel, même si l'activité, on sent qu'il y a beaucoup de projets qui sont prêts à démarrer et qui nous rendent d'ailleurs assez optimistes pour l'année 2026. Après, dans les grandes autres géographies, les pays émergents de manière générale ont été plutôt bien orientés, avec une exception notable qui est l'Inde, où ça a été assez volatile. Alors, et par activité, alors vous avez dit donc ciment, béton granulat, et puis ce que vous appelez autres produits et services, comment ça s'est passé? Alors, je dirais les activités sont presque présentes dans toutes les géographies. C'est essentiellement le ciment qui a attiré la croissance organique, et le béton qui est très présent aux États-Unis a été en léger repli. Puis le marché français est important aussi. Il a été difficile sur les 3/4 de l'année. En revanche, la partie autres produits et services a accueilli une opération de croissance externe qu'on a fait au 1er janvier 2025 avec le rapprochement de VIPI avec Cermix, qui est un mouvement important en France qui consolide notre présence sur les métiers du second œuvre. Alors, on va s'intéresser maintenant aux résultats en tant que tel. L'EBITDA progresse de plus de 3,7%, ce qui fait un joli taux de marge de 20%. Alors, c'est effectivement une belle progression. Alors, à périmètre et change constant, à 771 millions d'euros. C'est notre deuxième meilleur EBITDA après 2024.
la légère baisse publiée venant d'un effet de change défavorable assez important. Mais nous avons maintenu une marge de 20%, comme vous le soulignez, qui est une de nos priorités moyen terme. Voilà. Et puis le résultat net, à 8% de marge. 306 millions d'euros, voilà, une belle progression. En hausse de presque 12%. Une belle opération malgré les effets de change. Donc c'est une rentabilité qui a permis une forte génération de cash flow, mais vous y viendrez peut-être. Oui, alors, voilà, justement sur la structure financière, on va dire solide, du groupe, bonne génération de trésorerie, et puis un endettement net qui recule. Voilà, c'est la troisième année consécutive qu'on a un free cash flow très important, 324 millions d'euros cette année, malgré un effort d'investissement qui reste soutenu. Et donc, ça permet de poursuivre notre trajectoire de désendettement. On vise un levier d'endettement à moins de 1 fin 2027. Et cette année, la dette a encore baissé de 85 millions d'euros. Une trajectoire conforme à nos attentes. Des bons résultats qui permettent le versement d'un dividende de 2 euros par action, qui est stable. Est stable. Le groupe, avec son ADN de montagnard, progresse lentement, mais régulièrement en assurant ses prises. À ma connaissance, il n'a pas baissé depuis au moins 30 ans. Oui, c'est ce que vous dites dans votre communiqué. Oui. À travers les cycles économiques. Et c'est, je pense, un atout assez important pour les actionnaires. Et alors, ces 2 euros par action, ça représente quelle part de votre résultat que vous redistribuez sous forme de dividende ? C'est de l'ordre de 35%. Un mot sur un événement important. Alors, depuis la clôture de l'exercice 2025, vous avez décroché le versement d'une subvention du gouvernement français de 340 millions d'euros dans le cadre de l'accélération de la transition écologique et industrielle du pays, plus spécialement pour tout ce qui tourne autour de la décarbonation. Alors, c'est effectivement un événement marquant pour un projet industriel majeur qu'on appelle le projet VAIA, qui vise à développer et construire une installation de capture de dioxyde de carbone émis par notre cimenterie de Montalieu, à 80 km d'ici, pour capter 1,2 million de tonnes par an. Et donc, nous avons franchi une étape très importante avec la confirmation des subventions. En réalité, il y en a deux. Une de l'Innovation Fund européen et une dans le cadre d'un appel d'offres qui s'appelait les grands projets industriels de décarbonation du gouvernement français. La somme des deux faisant effectivement 240 millions. C'est un projet... 340 millions, absolument. Oui. L'estimation actuelle de l'investissement brut correspondant est de l'ordre de 700 millions d'euros. Donc c'est un projet de grande taille et sur des technologies qui n'ont pas encore été développées à cette échelle-là. Voilà. Alors on se souvient qu'aux États-Unis, vous aviez vu une subvention je ne sais pas si c'était le même ordre, mais qui avait été annulée. Pas pour les mêmes projets, bien sûr, évidemment. Finalement, c'est-à-dire quoi, que le gouvernement français est plus fiable que celui des États-Unis ? Écoutez, effectivement, fin 2024, nous avions contractualisé avec le gouvernement américain pour une subvention de 500 millions de dollars, qui représentait à peu près 50% de l'investissement prévu, qui a été annulée par la nouvelle administration américaine en mai dernier. Là, on est à la phase de l'attribution. Maintenant, on va passer à la phase de la contractualisation. Et on en espère bien que le gouvernement français sera plus fiable que l'administration américaine, en effet. Alors, on se projette sur l'exercice 2026. Hugues Chomel, vous parlez d'une dynamique de croissance qui devrait se confirmer. Oui, on a donné une indication. Nous attendons à avoir un chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle, l'EBITDA, en progression modérée. À ce stade de l'année, et compte tenu d'un environnement politique et macroéconomique qui reste encore incertain, on préfère être prudent, même s'il y a des signes positifs sur la plupart de nos marchés. Il y a aussi des incertitudes macroéconomiques. L'annulation des tarifs aux États-Unis en étant une illustration la semaine dernière. Voilà. Et côté investissement, vous prévoyez quoi ? Côté investissement, on prévoit un montant de 290 millions d'euros, ce qu'on considère comme une enveloppe maîtrisée pour toujours rendre possible notre objectif de désendettement à un levier de 1 fin 2027. Voilà, justement, les priorités à moyen terme, c'est ça ? Alors, priorités à moyen terme, nous en avons 3. Il y a le maintien d'une marge supérieure ou égale à 20%, la poursuite du désendettement et atteindre un levier de 1 fin 2027 et la mise en œuvre de notre feuille de route de décarbonation.
Très bien, merci beaucoup. Hugues Chomel, pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse au 26 février. Vicat cotait 72,30 €, un repli de 4,3% par rapport au 1er janvier, mais une hausse de plus 57% en un an, de 81% sur 5 ans. Voilà. Ça reste une belle progression ces 12 derniers mois. Voilà. Merci beaucoup, Merci Hugues Chomel, directeur général adjoint et directeur financier de Vicat. Plus d'informations sur Vicat et les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Encore merci d'être venu. Bonne fin de semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, bien sûr. Merci, au revoir.